Bonjour chers joueurs, bienvenue à un nouvel épisode de Kickstarter 101. Aujourd'hui, je vous présente un jeu que j'ai attendu très longtemps avant de le recevoir. Il y a eu un peu de retard. C'est un gros jeu avec beaucoup de figurines. Genre de jeu que j'aime beaucoup à la base. Fait que voyons si je le recommande maintenant. Le jeu s'intitule Sword and Sorcery. C'est un gros jeu, une grosse boîte. Ça, c'est le couvert de la boîte. Vous pouvez voir la taille que ça a. C'est très gros. C'est un jeu d'exploration de donjons, ce qu'on appelle communément un dungeon crawling, 100% coopératif, développé par Simone Romano et Nunzio Solace, je pense. Ce sont des Italiens. Je suis pas sûr de la prononciation. Développé conjointement par Gremlin Projects et Ares Games. Pour ceux qui connaissent le jeu, dans le fond, c'est une version améliorée et fantastique du jeu Galaxy Defenders. Il y a c'est la même équipe de concepteurs, c'est la même équipe de création, c'est le même distributeur. C'est un jeu qui va durer environ 90 à 120 minutes par partie, mais c'est un jeu de campagne, donc on calcule 7 victoires pour faire la campagne au complet, la campagne de base qui vient dans la boîte de base. Si on perd une partie, on doit recommencer, donc en 7 à 10 parties peut-être pour faire la campagne au complet. Fait que comme à l'habitude, je vous montre comment on installe le jeu, je vous montre comment on crée son personnage, comment on part dans cette grosse aventure de Sword and Sorcery. Et ensuite, je vous dis comment on joue et finalement, qu'est-ce que j'en pense. Donc la première chose qu'on va se faire avant de commencer à jouer, évidemment, on va choisir un personnage, puis on va en quelque sorte se créer son personnage. Ceux qui connaissent les jeux à la Donjon Dragon compagnie vont le choisir. Là, dans ce cas-ci, j'ai choisi notre ami le Paladin. Évidemment, chaque personnage vient avec une figurine miniature quand même assez bien sculptée. Ceux qui connaissent la compagnie savent qu'ils font généralement du bon matériel. Inquiétez-vous pas pour son épée un peu tout croche, un peu d'eau chaude va régler le problème éventuellement. Deuxième chose, on a une fiche de personnage rigide qui vient avec. Et vous voyez que la fiche est recto verso. Ça, c'est une particularité de ce jeu-là. C'est le premier choix qu'on va faire. Est-ce qu'on veut jouer le personnage de façon chaotique, fait que d'un côté que ce petit symbole-là, ou on veut le jouer de façon loyale, c'est un gentil. De façon générale, l'image est assez claire à savoir lequel est chaotique et lequel est loyal. Et une fois qu'on va avoir fait notre choix, dans ce cas-ci, j'ai choisi le loyal, le personnage vient avec deux cartes, une chaotique, une loyale, justement. La carte qu'on va avoir choisie va aller en plein milieu de notre personnage pour représenter notre choix. Ensuite, il y a une petite rondelle, comme ceci, qui vient avec notre personnage et qui donne plusieurs informations importantes. Comme notre fiche de personnage, la rondelle est recto verso et représente le côté chaotique d'un côté, le côté loyal de l'autre. Dans ce cas-ci, moi je suis côté loyal. Et pour commencer la partie, je vais aller me placer au niveau 1. Et ça, c'est indiqué complètement dans le centre du triangle qui est visible. Fait en montant de niveau, on va voir que ici, niveau 2, les informations du personnage vont changer. Quelles sont ces informations? C'est relativement simple. Le petit cœur indique le nombre de points de vie du personnage. Dans ce cas-ci, je commence à 6. Le point indique le nombre d'actions de combat que je vais avoir. Dans ce cas-ci, il y en a une. L'espèce de double triangle jaune va indiquer le nombre d'actions spéciales qu'il va avoir. Fait que dans ce cas-ci, mon personnage, il y en a un. Et finalement, cette espèce de petit symbole noir-là indique le nombre de pouvoirs spéciaux qu'il possède. Dans ce cas-ci, par 1. On voit qu'en tombant au niveau 2, il tombe à 6 points de vie, il gagne une deuxième action spéciale, et dans ses pouvoirs spéciaux, je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a une espèce de petit astérisque, indiquant qu'il gagne un talent. Chaque astérisque représente un talent. Fait que pour illustrer, rendu au niveau 7, le niveau maximum, on parle de 18 points de vie, une action de combat, 3 actions spéciales, 5 pouvoirs spéciaux, et en plus 2 talents, 2 astérisques pour le maximum. Et je précise que la progression n'est pas la même d'un côté ou de l'autre. C'est un des aspects intéressants du jeu. Éventuellement, ça va focuser. C'est pas tout à fait les mêmes informations qu'il y a de chaque côté, selon le personnage qu'on a. Là, j'ai pris un très mauvais exemple, parce que dans ce cas-ci, c'est la même information pour ce personnage-là. Mais il y a une douzaine de classes dans la version Kickstarter, il y en a 6 dans le jeu de base, puis avec les extensions, on va en avoir plusieurs. Puis une des particularités du jeu, c'est que les pouvoirs des personnages sont différents, puis sa progression est différente selon si on a choisi le côté chaotique ou le côté loyal. Ici, on a un espace, là, je commence niveau 1, on a un espace pour placer notre fiche de personnage, puis notre anneau de pouvoir, de Soul Ring, qui appelle en termes de jeu. Autre mise en place qu'on a à faire,
Il y a une série de cartes qui viennent avec le jeu, juste comme ceci, qui sont identifiées par le mot stash, complètement en bas à droite de la carte. Il faut que c'est juste ici. Puis on en a plusieurs, des cartes comme ça, qui sont identifiées comme ça, stash. Cela représente la réserve commune de tous les héros. Fait que les joueurs peuvent aller chercher autant d'items qu'ils veulent dans la réserve stash gratuitement en début de partie pour commencer. Les restrictions ne sont qu'iconographiques. On voit que le personnage que j'ai choisi a une icône de S, complètement en haut à droite. Ça veut dire que lui, c'est un personnage qui repose sur la force. Fait que les items qu'il va pouvoir équiper doivent avoir l'icône S, comme cet item-ci, comme cet item-ci, pour qu'il puisse être équipé. Cette icône-là, l'étoile, indique que n'importe quelle classe, sauf celles qui sont barrées d'un X, peuvent utiliser cette classe-là. Fait qu'on voit que mon personnage peut utiliser beaucoup d'items. Fait qu'on va tout simplement aller choisir son équipement. J'attire l'attention sur l'icône qui est ici. Je reviendrai sur le reste de la carte. Évidemment, notre personnage va avoir des armes, des boucliers, des armures. Ça indique où on peut les placer. Une épée légèrement penchée sur le côté est une arme principale. Je vais avoir la même icône sur ma fiche juste ici. Fait que si je veux cette épée-là, c'est ici que je peux la placer. Deux épées qui s'entrecroisent, qui sont à droite de la carte, indiquent une arme secondaire, comme par exemple un bouclier. J'ai le même icône sur ma fiche juste ici. Donc si je veux mon bouclier, c'est ici qu'il va aller. Ici, il n'y a pas d'icône particulier, mais c'est indiqué par le texte juste en dessous du nom que c'est une armure. Les armures vont aller juste à la gauche de mon personnage, ici. Finalement, j'aurais pu, à la place, si je veux, choisir une arme qui a une icône d'une épée couchée complètement sur le côté. Ça indique une arme à deux mains. Si je veux équiper une arme à deux mains, je dois avoir mon endroit d'arme secondaire vide. Tous les autres équipements que je choisis, je peux les mettre à la gauche comme ça de mon personnage, dans son sac. Et ici, sur sa fiche, il y a sa limite qu'il peut avoir au moment, à n'importe quel moment dans son sac. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais décider de prendre mon marteau à deux mains, me prendre une épée puis un bouclier de rechange au cas où. Mon sac est plein, j'ai mon armure, je serais prêt à commencer mon aventure. Dernière information sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est les caractéristiques du personnage. On voit ici que ce personnage-là a un déplacement de 3 par tour. On va l'expliquer plus en détail. Et ici, il y a un petit save avec une étoile. Ceux qui sont familiers avec Donjon Dragon, c'est son jet de sauvegarde. Il y a certains effets de jeu qui vont me demander de faire un jet de sauvegarde. Dans ce cas-ci, il va avoir lancé un dé et à rechercher l'étoile pour réussir le jet de sauvegarde. Prochaine étape, je vous ai dit que le personnage avait un pouvoir au niveau 1. Ben, voici sa réserve de cartes pouvoir. Il va aller s'en choisir une là-dedans. Comment fonctionnent les cartes pouvoir? Premièrement, il va falloir vérifier si le personnage peut prendre le pouvoir. Fait qu'on va voir qu'en plein centre de la carte, juste en dessous de l'image du personnage, je vais avoir un icône soit des deux ailes blanches, comme ça ici, soit deux espèces d'ailes noires diaboliques, soit juste le symbole de pouvoir au centre sans ailes. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je suis loyal, je peux prendre n'importe quelle carte qui a le symbole de pouvoir ou le symbole de loyauté. Si je suis chaotique, je peux prendre n'importe quel pouvoir qui a le symbole de pouvoir ou le symbole chaotique, mais je ne pourrais pas prendre cette carte-ci. Dans ce cas-ci, mon personnage est loyal, fait qu'il va avoir à choisir entre les pouvoirs qui ont son symbole-ci ou celui-ci. Et il y en a plusieurs, puis autre aspect intéressant, chaque classe a un nombre différent de cartes. Autre chose, je dois être au niveau requis pour pouvoir utiliser le pouvoir. On voit qu'ici, il y a deux versions du pouvoir. La version la plus faible est niveau 2, fait que je ne peux pas la prendre tout de suite. Celle-là, il y a deux versions du pouvoir. La version du plus faible est niveau 1, fait que je pourrais choisir ce pouvoir-là, que j'ai une posture agressive en combat. Si je choisis ce pouvoir-là, je le mets ici. Je ne pourrai plus le changer tout au long de la campagne. Je vais posséder ce pouvoir-là. Et tous les autres pouvoirs que j'aurais, je les mettrais tout simplement à la suite d'eux autres. J'ai dit qu'il y avait des talents qui pouvaient être débloqués. Les petits astérisques, si on augmente de niveau, comme par exemple au niveau 2, j'aurai un petit astérisque juste ici, donc je pourrais choisir un talent. Les talents sont une réserve commune à tous les joueurs. Fait que n'importe quel joueur peut aller choisir un talent dans la réserve. Ils n'ont jamais l'icône de loyauté ou de chaos. Mais le principe est le même, je reprends celui qui m'intéresse, je le place à la suite de mes autres pouvoirs. Et je vais pouvoir l'utiliser en cours de quête.
Je précise finalement qu'on est dans un jeu de campagne, donc il y a toujours une phase entre les parties avant la première, puis ensuite entre chaque partie. Dans ce jeu-là, cette phase-là s'appelle l'Emporium. C'est l'endroit où on peut aller acheter du nouvel équipement, acheter de nouvelles ressources, etc., etc. Dans ce cas-ci, on a différentes cartes. On a un paquet de cartes équipements différents qui ont tous ce fond-là, qui s'en vont automatiquement dans notre sac, donc à la gauche de notre fiche de personnage, et qui ont un paquet d'effets différents, puis qui sont toujours en deux versions puissantes. Avec un classique, une potion de soin, que pour 15 pièces d'or, je peux aller l'acheter, puis que je vais pouvoir utiliser dans la partie pour me redonner 4 points de vie. Ou une version plus puissante à 45 pièces d'or, mais qui va pouvoir me redonner 8 points de vie. On a en plus, puis là on a un paquet d'effets différents, là, des sacs sans fond, des parchemins d'éclairs, différents effets de potions. Je reviendrai plus tard sur toutes ces icônes-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire, mais on a un paquet d'effets différents. On peut évidemment aller s'acheter du meilleur équipement. Fait qu'on a un prix à payer, puis on a une meilleure épée, une meilleure armure, un meilleur arc, selon le personnage qu'on veut jouer. Il y a aussi deux lieux qu'on peut visiter. Le premier lieu, c'est le forgeron qui peut enchanter nos armes. Si on va visiter là, on voit ici qu'on a un prix de 50$ à payer, 50 pièces à payer, et nos cartes qu'on possède, on peut les enchanter pour une partie. Si on l'enchante, on va tout simplement tourner la carte, qu'on va voir qui est indiqué en bas à droite, il est du côté forgé, et ça va améliorer ses caractéristiques pour une partie. Après qu'on a joué une mission, il va revenir de son côté de base. Et de façon générale, même les items qu'on achète, si j'avais acheté par exemple cette épée-là à 50 pièces d'or, ben, je pourrais par la suite aussi payer pour aller chez le forgeron pour avoir la version forgée de la même épée, une version plus puissante de la même épée. Deuxième endroit où on peut aller, c'est de l'autre côté. On peut aller gambler à la taverne. Si on va parier, ben, on va dépenser une certaine somme d'argent qui est indiquée juste ici. On va lancer des dés, puis on va gagner une certaine somme selon l'argent qu'on va avoir misé, puis le montant qu'on veut gagner. C'est une tente de parier un petit peu. Fait que ça, l'Emporium, c'est un endroit qu'on peut visiter entre chaque mission. Puis au fur et à mesure qu'on va jouer, on va trouver des cartes trésors que quand on va les vendre, on va les donner à l'Emporium. Fait que ce deck de cartes-là va se modifier au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre campagne. Une fois qu'on a choisi notre personnage, là ici pour des raisons de simplicité, j'installe un seul personnage comme si je jouais seul au jeu, ce qui est possible, soit dit en passant. Mais évidemment, si on joue à 2, 3 ou 4 joueurs, ben les autres joueurs ont juste à faire la même mise en place que j'ai faite avec mon paladin. Donc une fois c'est fait, on va commencer notre mission en tant que telle. Là on a deux options, soit on joue en mode campagne, soit on choisit l'une des 7 missions du jeu, puis on la fait de façon individuelle. Si on la choisit de façon individuelle, je reviendrai sur chaque terme, qu'est-ce qu'il veut dire, mais on va avoir dans la mission les informations, les ressources de départ qu'on va avoir. Donc on voit ici Soul Points, c'est l'expérience du jeu. Pour la mission 1, on aurait 0. De l'argent, les crowns, c'est la monnaie de jeu. On aurait 0, des trésors, on aurait 0, des soul weapons, de l'arme ultime du jeu, on aurait 0. Si je prends par exemple la mission 3, une mémoire, ben ici on commencerait avec 6 soul points par héros, 125 pièces d'or, 4 trésors, mais toujours aucune soul weapons. Si je décide de la faire de façon indépendante. Si je ne veux la faire en mode campagne, ben on va noter sur une feuille de papier où il y a une application qui va exister pour le jeu pour garder en mémoire l'évolution de nos personnages puis nos ressources et argent d'une partie à l'autre. Une fois qu'on a choisi notre mission, dans ce cas-ci la première mission de la campagne, ben on a différents éléments à placer avant même de commencer à placer le plateau. On va me dire de faire un deck d'ennemis en utilisant les cartes qui sont là. Fait que dans tout le paquet de cartes ennemies, je vais aller chercher les cartes qui me demandent. Donc les 2 cartes gobelin bleu, les 2 cartes gobelin vert, ça me fait le gremlin bleu, gremlin vert. On brasse ça, on garde ça près du plateau de jeu, ça fait notre deck d'ennemis pour la partie. Ça se peut qu'il y ait des cartes qui s'enlèvent, qui s'y rajoutent pendant la partie, mais à la base, c'est ça le enemy deck. S'il y avait plus d'ennemis demandés ou différentes cartes, ben c'est le même principe, on prend toutes les cartes qui sont demandées, on les brasse ensemble, puis on se fait un deck. Deuxième deck qu'on va avoir à fabriquer, c'est le deck d'événements. Lui est particulier de la façon qu'on fait, on voit ces petits icônes-là. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les cartes événements sont numérotées de 1 à 20 dans le jeu de base. Les cartes 1 à 3 sont des cartes d'histoire, j'y reviens dans une seconde. Les cartes 4 et 5 sont les cartes nuit et jour, puis les cartes 5 à 20 sont différents événements aléatoires. Le jeu va nous dire, prends les cartes 11 et 8, brasse-les ensemble et mets-les, fais-toi un petit paquet avec ça. Fait que 8, 11, on brasse ensemble, on les met quelque part. Par-dessus, je vais mettre la carte 18.
Fait que je vais aller chercher dans mes cartes événements la carte 18, je mets ça par-dessus. Ensuite, je brasse 6 et 9 ensemble, je les mets par-dessus. Je prends la carte 14, je mets ça par-dessus, puis ensuite je vais prendre la carte 5, puis je vais la mettre sur le dessus, et ça va faire mon paquet de cartes événements. Pourquoi 5 est en blanc plutôt qu'être écrit en noir, c'est qu'il va commencer face visible plutôt que commencer face cachée. Fait que ma carte 5, au lieu de la mettre sur le dessus comme ça, je vais la mettre sur le dessus comme ça. Ça va constituer mon paquet de cartes événements en début de partie. On le met juste à côté de notre paquet de cartes ennemies, on va s'en servir tout au long de la partie. Autre chose, là, ici on peut avoir des événements spéciaux à placer. La mise en place de la map en tant que telle, on la voit sur la page suivante de chaque carte. Fait ici, on a les numéros de tuiles. Chaque tuile est numérotée sur le coin des tuiles. On a le numéro des tuiles. Fait qu'on va aller chercher tous ces numéros de tuiles-là. On va les placer de la façon qu'ils nous demandent. Puis on va aller simplement placer tous les icônes qui nous demandent de placer, tous les jetons. Et il y en a beaucoup. Fait que je peux avoir... Juste donner quelques exemples, je ne les passerai pas toutes. Je peux avoir ce qu'ils appellent des waystones, c'est des espèces de petits jetons numérotés, vous allez voir tantôt. J'ai mes cartes d'événements 1, 2, 3 dont je viens juste de parler. On m'indique à des endroits du plateau où aller les placer. Fait que Special Event 1, la carte d'événement 1, je vais la mettre là. Physiquement sur le plateau, je peux aller mettre des trésors, des portes barrées, verrouillées ou non, des zones de cherche, des zones d'apparition, des jetons d'ombre sur lesquels je vais revenir dans une seconde, la zone de départ des héros, c'est écrit ici Begin, des hôtels, d'autres portes, ainsi de suite. On fait tout simplement le placer tel qu'il nous est demandé. Autre dernier événement sur lequel je vais attirer votre attention, soit dit en passant, on a un petit rappel de tous les jetons qu'on va avoir besoin dans un scénario en tant que tel, des cartes événements, puis on a un petit rappel ici, c'est les jetons d'ombre. Les jetons d'ombre, il faut se faire une pile face cachée. Selon le nombre de joueurs qu'on a, on va nous dire quel jeton d'ombre prendre. Les jetons d'ombre ont ceci comme dos et de l'autre côté, comme là par exemple c'est le jeton central. Ils ont ce symbole-là de l'autre côté. Fait qu'on prend le nombre qui est demandé. Un jeton comme ceci, 4 jetons comme ceci, puis un jeton comme ceci. Si on joue à 2 ou 3, ou ce nombre-ci, si on joue à 4 ou 5, on brasse tout ça ensemble, puis ensuite on va aller les placer sur les zones qui nous demandent sur le plateau. Fait qu'ici, il y a 2 joueurs, j'en mets un là, 2 ici, puis un autre ici. Puis les autres jetons que je n'aurais pas utilisés, je les défausse face cachée. Fait qu'il y a toujours un petit aspect de surprise sur les jetons d'ombre quand on va tomber dessus, sur quoi on va tomber exactement. Donc, on place tout ça. Puis, quand on a placé notre scénario dans notre plateau, ça va ressembler à ceci. Voici une carte, une map complètement montée. J'ai mon petit paquet de cartes événements que j'ai formé tantôt avec ma carte 5 qui est sur le dessus. Face visible, j'ai mes cartes événements spéciaux qui sont placées, des portes, des trésors, des shrines, des hôtels, des zones de cherche, mes pions d'ombre, des zones d'apparition d'ennemis, ma zone de départ qui est juste ici. Et s'il y avait des ennemis déjà sur la place, on les mettrait. Dans cette mission-là, il n'y en a pas, on les garde de côté. J'ai ma petite pile de cartes ennemies que j'ai composée tantôt de 4 cartes. Et là, tout ce qui reste à faire pour se placer, c'est de se mettre les derniers paquets de cartes qu'on va utiliser. Premièrement, on va avoir un paquet de cartes rencontre qui ressemble à ceci. Ça, il y a 25 cartes à peu près dedans, 20-25 cartes. On fait tout simplement le brasser, puis on se met ça à un endroit où chaque joueur y a accès. Autre carte particulière qu'on va garder pas loin du carte ennemi, c'est la carte de pouvoir ennemi qui ressemble à ceci, qui ressemble beaucoup au paquet de cartes ennemies, mais il y a un symbole de pouvoir au lieu d'avoir le symbole d'ennemi. Même chose que l'autre, on brasse ça, on garde ça pas loin. On a un paquet de cartes trappe. À chaque fois qu'on va ouvrir une porte ou ouvrir un coffre, on a une chance de tomber sur une trappe qu'on va fouiller là-dedans. Donc on se garde ça pas loin. Et évidemment, c'est un dungeon crawler, donc on a un paquet de cartes trésors avec beaucoup de différents équipements, différents objets magiques qu'on peut trouver. On se brasse ça, on se garde ça pas loin. Aussi, prêt à utiliser. On a une batterie de dés, comme tout bon dungeon crawler qu'on va utiliser. Dernière chose, les ennemis qu'on va avoir mis de côté ont tous une carte d'intelligence artificielle, si on veut, sur laquelle il y a différentes informations, sur laquelle je reviendrai plus tard. Généralement, on a le dessin de l'ennemi, puis on a, je ne sais pas si on le voit bien à l'écran, mais j'ai bleu, rouge et vert. On a les 3 couleurs possibles de cette figurine d'ennemi. Dans ce cas-ci, j'ai les gremlins bleus et verts, fait que ces 2 cartes-là, on va les mettre quelque part où chaque joueur peut les voir comme il faut. Quand ça c'est fait, ben là, on est prêt à commencer notre partie. Une partie de Sword and Sorcery, ben, c'est notre scénario
qui va nous donner notre condition de victoire, généralement qui va être indiquée dans le descriptif de victoire, puis qui va être rappelé dans le descriptif ici, comment on fait pour gagner ce scénario-là. Des fois, c'est même pas indiqué, c'est en jouant à travers le scénario qu'on va découvrir qu'est-ce qu'on doit faire pour gagner la partie, mais la condition de défaite est toujours la même. Si les héros sont tous éliminés en même temps, parce qu'il n'y a pas d'élimination de joueurs, on ne peut pas mourir dans le jeu, mais on peut être transformé en fantôme. Si tous les joueurs sont en fantôme en même temps, la partie est perdue. Ou si on arrive à la fin du paquet de cartes événement, si la dernière carte est défaussée, avant que les joueurs gagnent la partie, ben la partie va être perdue aussi, puis il va falloir reprendre la mission. La première chose que chaque joueur va avoir à faire au début de chaque tour de jeu, c'est une espèce de phase de ravitaillement. Premièrement, si le joueur a des effets négatifs sur lui, c'est là qu'ils vont s'appliquer. Je ne les détaillerai pas toutes dans la partie parce qu'il y en a trop, mais par exemple, si le joueur est enflammé, c'est là qu'il y aurait les conséquences d'être enflammé. Si le joueur était empoisonné, ben, au début de chacun de ses tours de jeu, c'est là qu'il y aurait son désavantage dû au poison qui viendrait rentrer en compte. Une fois que ça c'est fait, ben, si le joueur a un effet qui lui donne des boucliers magiques, je reviendrai plus tard comment il peut avoir ça, mais ils sont représentés par ces petits pions-là, c'est dans sa phase de ravitaillement qu'il va récupérer tous ces boucliers magiques qu'il a droit, soit valeur 1, soit valeur 2, ou toute autre combinaison, selon les objets magiques qu'il possède. Finalement, s'il y a des habiletés qui ont été utilisées, puis généralement, chaque joueur a une habileté de base, puis on va mettre la carte de côté ou en oblique pour se rappeler qu'on l'a utilisé, bien là, on va les réactiver en les remettant en droite. On a aussi un autre type d'habileté, puis c'est très intéressant dans celui-là comment ça fonctionne, c'est les pouvoirs. Les pouvoirs, à chaque fois qu'on les utilise, on voit ici il y a un petit nombre de sabliers à côté, selon le niveau qu'on a puis le pouvoir qu'on a décidé d'utiliser. Il va falloir tourner la carte puis indiquer le nombre de sabliers que ça va prendre avant que la carte revienne. Par exemple, si j'ai utilisé ce pouvoir-là au niveau 1, je le mets sur 2 sabliers, fait que je tourne, puis on voit que la carte est séparée en sabliers de l'autre côté, fait que je vais mettre les 2 sabliers vers le haut. À chaque phase de ravitaillement, je vais tourner de 90 degrés pour réduire le nombre de sabliers. Puis si au début de la phase de ravitaillement, je suis sur le 1 sablier, mais je peux retourner ma carte de côté pour pouvoir réutiliser mon pouvoir une nouvelle fois. Si j'avais été niveau plus haut et j'avais décidé d'utiliser la version plus puissante du pouvoir, bien, il aurait fallu que je le mette sur le côté 4 sabliers. Fait que là, ça aurait pris plusieurs tours de jeu avant que ça revienne et que je puisse réutiliser mon pouvoir. À chaque phase de ravitaillement, tous nos pouvoirs qui ont été utilisés tournent de 90 degrés. Finalement, la dernière chose qu'on va faire, c'est qu'au fur et à mesure que la partie va avancer, on va accumuler des points d'âme, des soul points qui sont représentés par ces jetons-là. À chaque phase de ravitaillement, les joueurs peuvent utiliser, ça c'est une réserve collective, tous les joueurs partagent la réserve de soul points. Ils peuvent les utiliser pour 2 raisons. Soit ils peuvent ressusciter un joueur qui a été transformé en fantôme, soit dit en passant, c'est toujours très facile de le savoir parce que notre carte est tout simplement tournée du côté fantôme quand on est en fantôme. Soit ils peuvent l'utiliser pour monter de niveau. Pour le fantôme, je reviendrai plus tard, mais pour augmenter de niveau, la règle est très simple. Il faut tout simplement payer en soul points le carré du niveau qu'on veut avoir. Donc si je suis niveau 1, je veux arriver au niveau 2, donc je vais payer le carré de 2, 2 x 2, 4. En dépensant 4 soul points, on peut faire passer un des personnages au niveau 2, on fait juste défausser les points. Il y a une petite règle à respecter. Il faut toujours monter le niveau du joueur qui est le plus bas. Donc, il ne peut pas avoir un joueur qui décide, qui prend tous les points pour lui, puis qui se monte au niveau 4 pendant que les autres restent au niveau 1. Si tout le monde est niveau 1, on décide. Si on joue à 2, par exemple, ben on va monter un des deux, mais la prochaine fois qu'on monte quelqu'un de niveau, on n'aura pas le choix de monter le deuxième. Il faut toujours monter celui qui est le niveau le plus bas. Finalement, chaque joueur a un petit marqueur comme ça qui fait juste aider à rappeler s'il a pris son tour de jeu ou non. Fait que dans chaque phase de ravitaillement, on va prendre le marqueur, on va le tourner pour le mettre du côté coloré. Puis, une fois que tout est fait, les cartes sont debout, on a décidé si on a monté de nouveau, on a réactivé nos pouvoirs, tout ça, on est prêt à commencer la phase active du jeu en tant que tel. Un tour de jeu, comment ça fonctionne? Bien, la structure est assez simple. Les joueurs jouent dans l'ordre qu'ils le veulent. Donc, là, évidemment, je suis seul, fait que c'est sûr que je vais être le premier à jouer. Mais si je jouais à plus qu'un joueur, ben, on déciderait, ok, ça va être le paladin qui va jouer en premier, puis ensuite ça va être le sorcier, puis ensuite ça va être le nain, puis etc. Il n'y a pas de problème. Le principe est toujours le même. Je viens juste de parler de ce petit jeton-là. Fait que le joueur qui prend son tour de jeu va commencer par tourner ce jeton-là pour qu'on n'oublie pas qu'il a déjà joué. Puis ensuite, il va prendre son tour. Qu'est-ce qu'il peut faire dans son tour? Il peut faire un déplacement dans son tour.
Il peut faire un certain nombre d'actions de combat. Ça va dépendre de sa petite rondelle, ça je l'ai déjà dit. C'est le petit point rouge qui détermine le nombre d'actions de combat qu'il peut avoir. Il peut faire un certain nombre d'actions spéciales, déterminées par l'espèce de petit triangle jaune. Et il peut faire autant d'actions gratuites qu'il le veut. Donc dans ce cas-ci, j'ai le droit à une action de combat, 2 actions spéciales, un déplacement, puis autant d'actions gratuites que je le veux. Les actions gratuites sont représentées par ce petit symbole blanc-là, juste ici. Fait que toutes les cartes, équipements, pouvoirs que j'ai qui ont ce symbole-là, ça veut dire que je peux toutes les utiliser dans le même tour de jeu, il n'y a aucun problème. Puis s'il y a des pouvoirs qui s'utilisent plus qu'une fois par tour, c'est des actions gratuites, je peux les utiliser plus qu'une fois par tour. Je reviendrai sur chacune de ces actions-là, comment elles fonctionnent un petit peu plus tard, mais le principe est que je peux faire mon mouvement, mes actions de combat, mes actions spéciales, mes actions gratuites, et quand j'ai terminé, s'il y a au moins un ennemi sur le plateau, je vais piger une carte rencontre, la résoudre, la défausser, et mon tour va être terminé. Donc on a toujours une phase de héros, une phase d'ennemi. S'il n'y avait pas d'ennemi sur le plateau, j'aurais tout simplement pas pigé de carte rencontre, ça aurait passé directement à un autre joueur. Fait concrètement, le mouvement fonctionne comment? On se rappelle que chaque joueur a un certain nombre de points de mouvement déterminés par sa classe. Dans ce cas-ci, mon paladin a 3 points de mouvement par tour. C'est indiqué juste à côté de la petite botte. Je ne sais pas si on va bien le voir. C'est indiqué juste à côté de la petite botte qui est sur sa fiche. On l'a vu plus tôt dans la vidéo. J'ai 3 points de mouvement. Comment on peut utiliser ces points de mouvement? Ben, passer d'une zone à l'autre, disons que j'ai pas d'ennemi ici, passer d'une zone à l'autre coûte traditionnellement dans ce genre de jeu-là 1 point de mouvement, tout ce qui est le plus simple. Rentrer dans une zone où il y a une petite botte rouge indique une zone surélevée ou une zone difficile, ça va coûter 2 points de mouvement rentrer dans cette zone-là. Donc, il pourrait faire ici 1, 2, 3, il aurait terminé son déplacement. Sortir de la zone, par contre, ça coûte juste 1 point de mouvement. C'est vraiment rentrer dans les zones qui sont difficiles, coûte des points de mouvement. Il y a certaines zones qui sont indiquées avec des petits pieds, avec des pics dessus qui indiquent des zones dangereuses. On va perdre des points de vie quand on rentre dans ces zones-là. Les héros peuvent se traverser les uns les autres sans aucun problème. On peut même traverser une zone où il y a un ennemi sans aucun problème. C'est juste qu'il y a un concept un peu d'attaque d'opportunité familier aux joueurs de Donjons Dragons. Si on sort d'une zone où il y a un ennemi, il va nous attaquer gratuitement une fois le temps qu'on sorte. S'il y a plusieurs ennemis, chaque ennemi va nous attaquer une fois. Si on survit à toutes les attaques, on peut continuer le déplacement sans problème. Puis il y a beaucoup de pouvoirs de personnages, surtout le voleur, qui a des pouvoirs qui ont rapport avec sortir des ennemis sans se faire attaquer. Sortir des zones des ennemis sans se faire attaquer. Le mouvement ne peut pas être interrompu par le combat. Je n'aurai pas le droit de faire un de mes points de déplacement, de faire mon action de combat, réussir à le tuer et ensuite faire mes 2 autres points de déplacement. Je me déplace avant ou après mon combat. Par contre, toutes les autres types d'actions, je peux les mélanger avec mon mouvement. Je pourrais faire un déplacement, prendre une action gratuite pour ramasser un équipement qui traîne à terre, par exemple, prendre mes 2 autres points de déplacement, puis faire une de mes actions spéciales pour guérir un allié ou protéger un allié, etc., etc. Il y a juste le combat qui ne se mélange pas dans le mouvement. Toutes les autres types d'actions peuvent se mélanger dans le mouvement. Maintenant, on n'oublie pas que mon personnage peut aussi prendre un certain nombre d'actions. Dans ce cas-ci, je suis niveau 2, fait que c'est le petit triangle jaune, il a le droit de prendre 2 actions spéciales. C'est quoi ces choix d'actions? Ben là, il y en a un paquet, puis il y a une petite carte d'aide-mémoire là, pour que chaque joueur puisse avoir en main pour s'en rappeler. C'est relativement facile, puis il y en a certaines qu'on fait souvent, fait que c'est facile de s'en rappeler. Première action spéciale qu'on peut faire, puis vous allez le faire souvent en jouant, c'est dash. C'est de bouger d'une case supplémentaire. Fait que si par exemple mon personnage il était un peu plus loin, s'il était là puis il voudrait aller là, il pourrait faire venir ramasser quelque chose ici. Puis à la fin de son déplacement, il aura le droit de dépenser une de ses actions pour se déplacer d'une case de plus. Il a le droit de combiner cette action supplémentaire-là avec un point de déplacement qu'il n'aurait pas encore utilisé pour rentrer dans une zone qui coûte 2. Je précise que peu importe le nombre d'actions spéciales qu'on a par tour, l'action dash, on peut la faire juste une fois par tour. Je peux pas prendre mes 2 actions pour faire 2 dash puis rentrer dans cette zone-là, par exemple. Deuxième action qu'on peut faire aussi juste une fois par tour, c'est de focusser une attaque. C'est de se donner un succès automatique sur une attaque qu'on va faire. Fait que je pourrais faire mon déplacement, aller ici, prendre une de mes actions spéciales, dire je focus une attaque, puis ensuite je l'attaque, ça me donne un succès automatique pour le combat qui s'en vient. Ça aussi, on peut le faire juste une fois par tour. Les autres actions, ben, c'est des classiques. Si on a des portes quelque part, il y a des portes qui sont verrouillées, on peut prendre une action pour déverrouiller la porte puis entrer. Si on fait ça, on va piger une carte trappe puis on va la résoudre à chaque fois qu'on ouvre une porte verrouillée. Généralement, c'est négatif. Même chose si on trouve des coffres.
ben, on peut rentrer puis pour une action ouvrir le coffre. On va commencer par toujours résoudre une carte trappe quand on ouvre un coffre. Puis ensuite, ben, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du coffre. Dans ce cas-ci, j'avais 2 trésors que j'ai pigés dans la pile de cartes trésors. Je peux réorganiser mon équipement. Fait qu'on a vu tantôt que je pouvais avoir des armes qui sont équipées, mais je peux aussi avoir des armes qui sont dans mon sac à dos. Fait que pour une action, je pourrais envoyer cette arme-là dans mon sac à dos et aller rééquiper mon épée ou équiper un arc qui traîne dans mon sac à dos, etc., etc. Toujours pour une action, si j'ai un joueur qui est sur la même case que moi, on peut s'échanger un item. Et l'item doit être équipé. Fait qu'il faut qu'il s'en aille équipé. On va se donner une épée pour une épée, un bouclier pour un arc, etc. Puis ensuite, on peut prendre une autre action pour réorganiser son équipement et renvoyer ça dans son sac à dos, si on veut. Il y a aussi certains endroits qui ont des jetons comme ceci. Ce sont des jetons de fouille. Ça, c'est l'endroit où je peux fouiller. Si je décide que je prends une action pour fouiller là, je vais le tourner. Et ça va me donner différents symboles. Je vais tout simplement aller chercher un dé bleu, je vais le lancer, et si je roule un des symboles qui est demandé, je vais gagner le jeton ou la récompense qui est associée à mon jeton de fouille. Dans ce cas-ci, si j'avais roulé un éclair, j'aurais été pigé un petit jeton de poche sur lequel il y a des trésors. Puis si j'avais roulé l'espèce d'étoile, j'aurais plutôt pu piger une carte trésor que j'aurais gardée dans mon équipement. Mais ça prend une action pour avoir le droit de fouiller dans ces endroits-là. La dernière action qui nous reste, c'est de provoquer un boss. Mais ça, je vais en parler plus en fin de vidéo. C'est des règles de combat particuliers qu'il y a contre les boss. Fait que ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais ça prend une action pour pouvoir provoquer un boss. Puis on peut le faire juste une fois par tour aussi. Finalement, on peut prendre un nombre d'actions gratuites autant qu'on veut. Les actions gratuites, il y en a 2 dans le jeu. Ben, ils considèrent que de quitter une zone où il y a un ennemi, ça compte comme une action gratuite, mais comme on peut le faire autant de fois qu'on veut, j'en parle pas vraiment. Les autres actions gratuites qu'on peut faire, c'est ramasser ou laisser tomber du stock. Si on a des choses sur la case où on est et il n'y a pas d'ennemis, on peut tout simplement les ramasser. Dans ce cas-ci, c'est de l'argent. Je pourrais prendre mon point de déplacement, j'ai un item qui traîne ici qui est une carte trésor qu'un joueur a laissé tomber précédemment ou quoi que ce soit, puis ça, je peux aller mettre ça dans mon équipement, dans mon sac à dos. Et inversement, si j'ai un joueur qui veut absolument mon marteau, je peux gratuitement laisser tomber une carte équipement quelque part pour qu'un autre joueur, ou tout simplement parce que j'ai trop de stock puis je veux ramasser d'autres choses qui traînent. Fait que laisser tomber, prendre de l'équipement, c'est gratuit. Et la dernière action gratuite qui reste, c'est ouvrir des portes qui ne sont pas verrouillées. Il y a 2 types de portes dans le jeu. Les portes carrées sont considérées comme étant verrouillées. Ça prend une action de les ouvrir. Les portes qui sont comme ceci, plus semi-circulaires si on veut, pointues, ne sont pas verrouillées. Fait que ça prend tout simplement une action gratuite pour décider de passer au travers. Tout ce que ça fait dans le fond, c'est que ça bloque la ligne de vue. Là. Dès qu'un joueur passe au travers, on enlève la porte. Puis elle est considérée comme étant sortie du jeu. Finalement, le cœur du jeu, comment ça fonctionne, le combat. Le combat, d'abord, je précise que les monstres sont en 3 couleurs. Les verts, c'est généralement les moins forts d'une sorte. Les bleus, c'est les moyens. Puis il y a les rouges qui sont les boss de ce type de monstre-là. Deuxième information, avant de pouvoir embarquer sur le combat. Chaque monstre a 2 cartes qui lui sont associées. La première des 2 cartes, je vous l'ai montré tantôt, c'est la carte qui décrit son comportement. C'est cette carte-ci qui sont des grandes cartes qu'on laisse ouvertes et visibles pour chacun des joueurs. La deuxième carte, c'est ces cartes-ci. C'est des petites cartes qui sont associées pas au type de monstre en tant que tel, mais à un monstre en particulier. Fait que si j'ai 2 monstres bleus sur le plateau de jeu, comme c'est le cas présentement, ça veut dire qu'il va y avoir 2 cartes bleues qui vont avoir été distribuées. Chaque carte a son monstre. Ou chaque monstre a sa carte. Dans ce cas-ci, j'avais juste un monstre sur le plateau. Chaque fois qu'il y a une carte de monstre qui est distribuée, elle est toujours donnée au joueur qui est actif. Ça veut dire le joueur qui est en train de donner son tour, de prendre son tour de jeu. S'il y a un effet quelconque dit piger une carte ennemie, on va aller piger une carte dans le deck d'ennemis, ceci, le deck qu'on a préparé avec nos 4 cartes. On va la révéler. Si c'est une carte qui est déjà distribuée, lui il y a déjà un ennemi bleu, on va y donner. Si ça avait été une carte que personne n'a encore, on va la donner soit au joueur actif, soit au joueur qui a le moins de cartes. Dans le fond, c'est juste pour savoir qui va gérer cette carte-là, qui va se rappeler de ce monstre-là, c'est qui, ses caractéristiques, etc. Sur la carte, on a les points de vie du monstre qui sont en plein milieu dans le bas. On a la récompense du monstre si on le bat. Dans ce cas-ci, c'est 10 pièces d'or qui laisse tomber à terre. Puis on a ses valeurs de défense, d'attaque, etc. Le combat, comment ça se passe? Ben là, je prends un de mes 3 points de déplacement, je décide que je déclenche un combat, fait que j'abandonne les 2 points de déplacement qui me restent. Cette première étape que je fais, je vais décider avec quoi j'attaque.
Puis là, il y a un paquet d'options. Dans ce cas-ci, lui, il a un marteau de base. Le magicien peut avoir des cartes pouvoir qui permettent des attaques. On peut avoir un arc, des items comme ceci, qui est une espèce de parchemin de feu qui me permettrait d'attaquer avec ça aussi. On choisit avec quoi on attaque. Généralement, pas généralement, tout le temps, l'attaque va nous donner un certain nombre de dés. Si j'attaque avec le marteau, on voit ici que je peux attaquer avec 2 dés rouges et 2 dés bleus et que j'ai une portée de 0. Si j'avais un arc, j'aurais une portée supérieure à 0, me permettant d'attaquer à plus d'une case de distance. Dans ce cas-ci, évidemment, c'est un marteau, donc je peux attaquer à seulement 0. Je précise que dans le paquet de cartes trésor, le marteau de Thor, un marteau qu'on lance et qui revient, il est là. Donc, comment ça fonctionne? Je prends mes 2 dés rouges, je prends mes 2 dés bleus et je les lance. Là, je peux avoir des effets de pouvoir qui me rajoutent ou qui m'enlèvent des dés ou qui me permettent des relances. Mais on commence par les lancer une fois et on vérifie qu'est-ce qu'on obtient. Voici mes résultats. Si j'ai des effets de relance, je peux les déclencher là. Si j'ai une fois par round, je peux relancer et tel nombre de dés, je peux le déclencher là. Règle à se rappeler, je peux relancer chaque dé juste une fois. Fait que si j'avais un effet qui me permet de relancer un dé puis je relance lui, là après, lui, je ne peux plus le relancer si j'ai d'autres effets de relance à utiliser. Et là, je vais appliquer mes effets. Quand je dis appliquer mes effets, c'est que généralement, les objets, les armes, ont des effets qui peuvent se déclencher selon les symboles que j'obtiens. On voit que lui, j'ai obtenu un éclair sur ce dé-là et je peux dépenser un éclair pour faire l'effet KO. Si j'avais roulé plutôt ceci, j'aurais eu 2 éclairs. À la place de l'effet KO, j'aurais pu déclencher l'effet plus 2 succès. L'espèce de petit symbole de cercle avec 2 petites cornes, c'est mon symbole de succès. Ou mes 2 éclairs, j'aurais pu les dépenser pour faire l'effet bash. Fait que là, c'est à ce moment-là que je décide comment je dépense mes symboles. Puis selon les cartes, les effets que je peux avoir, si j'avais utilisé cet objet-là, on voit que l'étoile aurait pu me donner un effet particulier aussi. Donc, j'active tous les effets que je veux. Une fois que ça c'est fait, je compte mes succès. Dans ce cas-ci, j'ai 1, 2, 3, 4 succès. Je décide d'employer mes 2 éclairs pour me donner 2 succès supplémentaires pour un grand total de 6 succès, ce qui est une excellente attaque. Quand j'ai fait tous mes succès, je vais aller voir si mon ennemi a des vulnérabilités ou des boucliers. On voit ici, lui, c'est écrit /-1. Fait que si j'avais une arme qui avait eu la caractéristique /, qui est indiqué juste en dessous du nom de l'arme, mon marteau, évidemment, c'est blunt. Si j'avais utilisé une épée, j'aurais eu le mot /, je me serais enlevé un succès. Ensuite, j'ai certains ennemis qui vont avoir des boucliers. Ça va être dit, si je l'attaque avec de la magie, tu augmentes ou tu réduis son nombre de succès. Ça va toujours être écrit sur cette petite carte bleue-là. Ici, /-1, ça ne s'applique pas à moi, je reste à 6 succès. Étape suivante, est-ce que l'ennemi a des boucliers magiques? J'en ai déjà parlé plus tôt. Des boucliers magiques, ça va être des jetons qui vont être placés sur l'ennemi. S'il y en avait, on commence par les enlever, puis on réduit le nombre de succès correspondant. Dans ce cas-ci, s'il y en avait un, je serais tombé à 5 succès. Et c'est juste là que mon ennemi a le droit de rouler ses dés de défense. Mais ça va être indiqué sur sa carte à lui s'il y en a ou non. On voit que lui, des dés de défense, il n'y en a pas. Si je prenais tous les gremlins de base, ils n'ont pas d'effet de dés de défense. Si je m'en vais dans mon paquet, dans un autre paquet ennemi, il y a certains ennemis, par exemple, si je prends le boss gremlin, le gremlin rouge, on voit que lui, il a le /-1 aussi, mais lui, il en a une armure. Ça veut dire qu'il bloque automatiquement un coup à tous les tours. Fait que mon 6 succès deviendrait 5 comme lui. Puis en plus, il a le droit de rouler 2 dés bleus pour se défendre. S'il avait roulé ces 2 dés bleus, chaque bouclier roulé va réduire encore le nombre de succès obtenus. Fait que 6, -1 à cause de l'armure, -2 à cause des dés, on viendrait de tomber sur ce boss-là à 3 succès. Les points de dégâts sont donnés sur la carte. On a les petits jetons pour avoir des valeurs de 3 ou de 4. Dans ce cas-ci, j'aurais fait un 3. Et si jamais le nombre de dégâts égalise le nombre de points de vie, l'ennemi est mort. La carte est défaussée dans une défausse de carte ennemie et sa récompense est laissée sur le plateau de jeu. Dans ce cas-ci, avec mon 6 succès contre lui, très facilement, ça a été remplacé par une pièce de 10 couronnes. Je précise, pour des raisons de clarté, je résume plutôt que préciser,
le joueur actif lance ses dés de combat, active tous les effets qu'il veut avec ses symboles. Ensuite, seulement ensuite, le joueur qui se défend va vérifier s'il y a des effets qui annulent des succès, soit par des effets particuliers, soit par l'armure qui annule des succès. Et c'est seulement le joueur ensuite que le joueur en défense va lancer le nombre de dés qui lui est permis. Il ne peut jamais lancer plus de dés que de succès obtenus par le joueur à l'attaque. Donc si j'avais obtenu un seul succès contre deux succès au total contre ce personnage-là, un des deux succès est annulé par son armure, puis ensuite il peut lancer juste un dé parce qu'il reste un succès à défendre. Il peut jamais lancer plus de dés que de succès contre lesquels on se défend. Ensuite on calcule la différence, puis ça s'en va sur la carte du personnage. Quand un joueur a fini son tour de jeu, il s'est déplacé, il a combattu, il a tué, il a ramassé des affaires, il a utilisé ses pouvoirs, après chaque tour de jeu, le joueur doit piger une carte, comme je l'ai dit précédemment, dans la pile de cartes rencontre et la résoudre. S'il n'y a pas d'ennemis sur le tour de jeu, il fait juste sauter cette phase-là, puis on passe directement à la dernière phase d'un round de jeu, la phase événement. Je reviendrai. Mais s'il y a des ennemis, ce qu'il doit faire, c'est qu'il va tout simplement tourner la première carte de la phase rencontre et la lire et l'activer. Dans ce cas-ci, si je vais regarder ce qu'elle dit, elle me dit active tous les ennemis qui sont blessés. Sinon, fait tel autre effet. Fait que je vois qu'ici, en tant que joueur actif, j'ai deux ennemis qui m'ont été distribués. Il y en a un qui a été blessé précédemment, le vert il est presque mort, le bleu il est neuf. Active tous les ennemis blessés, ça serait donc le vert seulement qui jouerait. Si on avait été comme ça, il n'y aurait eu aucun ennemi blessé, fait que j'aurais activé le deuxième effet de la carte. Autrement, active tous les ennemis du jeu. Ça n'aurait pas été nécessairement plus positif pour moi. Puis ensuite, la carte de rencontre est tout simplement défaussée. Fait que activer, qu'est-ce que ça veut dire? Comme je l'ai dit tantôt, chaque ennemi, on va regarder le comportement d'un ennemi, le bleu, pour prendre un exemple. Fait que j'ai mon gremlin ici, qui est bleu, ici, Tolkienski. Puis on va regarder comment ça fonctionne. Quand on active un ennemi, on va regarder, cet ennemi-là va regarder l'icône complètement à gauche sur sa carte, puis ça va déterminer qui il veut cibler. En cas d'égalité, il va toujours aller vers l'ennemi qui est le plus proche de lui. Évidemment, dans une partie à un joueur, il va toujours cibler la même personne, mais à deux joueurs, cet ennemi-là ciblerait celui qui a le plus d'argent sur lui présentement. Il y a d'autres icônes où ça serait par exemple aller cibler celui qui a le moins de points de vie, celui qui a reçu le plus de blessures jusqu'à maintenant, etc., etc. En cas d'égalité, comme je l'ai dit, il va aller vers le plus proche. Et là, on va aller voir l'ennemi qui est ciblé est à combien de distance de cet ennemi-là, de ce monstre-là qui vient de se faire activer. Fait que mon gobelin bleu, mon gremlin bleu, il est à une case de distance de moi. Fait qu'on va aller tout simplement voir quel est son comportement lorsqu'il est à une case de distance. S'il avait été à une distance de 0 case, on va attendre ça focus juste une petite seconde. S'il avait été à une distance de 0 case, donc sur la même case que moi, il aurait attaqué avec ses griffes. S'il est à une distance de 1, 2 ou 3, il va bouger pour m'engager et il va attaquer avec ses griffes. S'il avait été à une distance de 4, il aurait attaqué 2 fois avec son action pierre, stone, puis il aurait bougé d'une case vers moi. Puis s'il avait été à plus de 4 de distance, il aurait tout simplement bougé de 2 cases vers moi. Puis quand je dis il attaque avec griffe, il attaque avec stone, ben ça va être indiqué dans le bas de la carte. Griffe, c'est 2 dés rouges, puis il ignore mon premier point d'armure. Stone, il lance pas de dés, c'est 2 succès automatiques. Fait que moi, il faut que je réussisse à bloquer ces 2 succès automatiques. Et le monstre va avoir un paquet de petites habiletés spéciales selon ce qu'il est en train de faire. S'il est en train d'attaquer, il faut que je regarde les points rouges. S'il est en train de se défendre, il faut que je regarde son symbole de bouclier. Puis à tout, il y a certaines cartes qui vont me dire active son action spéciale. Son action spéciale est représentée par ça. Fait que dans ce cas-ci, je vois que c'est un voleur. S'il m'attaque avec ses griffes, puis il réussit à me faire des dégâts, je vais perdre de l'argent, il me vole. Puis en plus, s'il m'attaque avec des griffes, puis que les ennemis ne contrôlent pas la zone, ça je vais y revenir dans une seconde, puis que ses ennemis contrôlent la zone, ben il fait un point de dégâts de plus. Fait que dans ce cas-ci, mon bonhomme bleu s'en irait vers moi, vu qu'il est à une case de distance, puis il va m'attaquer avec ses griffes, donc il m'annule un point d'armure, puis il lance 2 dés. Et là, c'est exactement le même système de combat que je viens d'expliquer. Fait que je ne l'expliquerai pas tout, mais à l'inverse. Fait que c'est lui qui lance ses dés en premier, qui active ses effets en premier. S'il y en a qui peut être activé, ça va être écrit sur sa carte. Puis une fois qu'il a résolu son nombre de touches qu'il réussit à me faire, ben là, moi, avec mes effets d'armure puis défensif, je peux réduire ses dégâts, utiliser mon armure, utiliser mes boucliers magiques si j'en ai, lancer mes dés de défense pour essayer de absorber ses dégâts, puis s'il y a des dégâts qui passent, ben c'est la même chose pour moi. Je vais prendre un certain nombre de points de dégâts que je vais mettre sur ma fiche en espérant qu'il m'en reste toujours au moins un.
Fait que voici pour la phase rencontre. Je précise qu'on ne rebrasse pas ce deck de cartes-là. Il y a plutôt certaines cartes, comme celle-ci, qui vont dire active 3 ennemis et ensuite rebrasse le paquet de rencontre avec la défausse du paquet de rencontre. C'est juste à ce moment-là, quand on pige ces cartes-là, qu'on brasse et on reforme notre paquet de rencontre. Quand tous les joueurs ont terminé leur tour de jeu et que conséquemment chaque monstre a été, chaque joueur a pigé une carte rencontre après son tour de jeu, quand les joueurs ont joué, on arrive à la phase événement. La phase événement est très simple. Si le dessus de la pile de cartes événement est caché, on prend la première carte, puis on la révèle, puis on applique son effet. Si le dessus de la pile de cartes est révélé, on prend la carte, puis on la défausse. Ce qui veut dire qu'il y a un événement qui est résolu à tous les 2 tours de jeu. Et à ça, évidemment, il y a une exception, c'est les cartes nuit et jour. Si on a une carte nuit ou jour qui est révélée, au moment où elle est révélée, on la met juste à côté du paquet de cartes, puis elle reste active jusqu'à temps que l'autre carte soit révélée. Généralement, il y a les 2 cartes dans le paquet. Là, je viens de révéler la carte nuit, fait qu'elle reste là jusqu'à temps que la carte jour soit pigée. Donc, c'est le seul moment où, dès le prochain tour de jeu, comme il n'y a rien sur le dessus ici, on va révéler la carte, puis on va la tourner pour la résoudre. Le tour suivant, on la défausse. Le tour suivant, on en révèle une. Le tour suivant, on la défausse. Donc un événement à tous les 2 tours, sauf quand il y a une nuit ou une journée qui est révélée. Quand la phase d'événement est terminée, on recommence un dernier tour de jeu, sauf si on a défaussé la dernière carte événement, là on perd la partie si on n'a pas encore atteint notre objectif de victoire. Maintenant, avant de passer à ce que je pense vidéo du jeu, juste 2-3 petits détails supplémentaires des particularités du jeu. 1. Les cartes d'événements spéciaux. Ces cartes-là, puis de la même façon, il y a des espèces de petits jetons comme ça qui appellent dans le jeu des waypoints, qui sont des points d'histoire, si on veut. Ces événements-là, dès qu'il y a un personnage qui met le pied dessus, pas dès qu'il le voit, mais dès qu'il met le pied dessus, on arrête, puis il y a quelque chose qui se passe. Pour savoir qu'est-ce qui se passe, on a une petite table comme ça à l'intérieur de notre livre de scénario. Fait que par exemple, le Story Event 1, il faut que j'aille à 1.1, puis les 4 waypoints que je peux avoir dans le scénario, ça me donne des numéros. C'est quoi ça, ces numéros-là? Ça fait référence à ce livre-là. C'est un jeu qui n'a pas beaucoup de matériel. Le livre des secrets. Ça, c'est un livre dont vous êtes les héros, dans le fond. Fait que si, par exemple, on disait Story Event 1 va à 1.1, je vais aller voir dans mon scénario qui s'intitule Prologue, j'ai un paquet de numéros 1.1. 1.2. Puis dans le premier scénario comme ça s'en va jusqu'à 1.13, la fin de la quête. Là, à ce moment-là, quand ça arrive, on arrête, je m'en vais voir dans mon livre d'instruction, ça me dit va voir 1.1, je vais voir 1.1, je le lis à voix haute. Puis là, ça va me donner un paquet de consignes, place tel événement à telle place, va placer des tokens de feu à telle place, fait apparaître des monstres sur la zone avec le bouclier, désactive telle zone, ouvre une porte à telle place. Fait qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'histoire et parfois, je vais avoir un choix à faire en fonction de l'alignement de mon personnage ou de mon groupe de personnages. Et ça peut me mener vers d'autres numéros, un peu comme pour ça je dis un peu le côté, livre dont vous êtes les héros. Fait que ça, c'est une des petites particularités qu'il y a à l'intérieur du jeu. Deuxième chose, la ligne de vue. La ligne de vue est assez simple dans ce jeu-là. C'est souvent une question problématique d'un dungeon crawler. Celle-là, on fait tout simplement tracer un point entre les X de l'endroit où on se trouve, puis le X de l'endroit où on vise. Si ce point-là ne traverse aucune porte ou aucune zone vide, cette ligne-là, plutôt, la ligne de vue est faite. Fait que d'ici à ici, je traverse une zone vide, j'ai pas de ligne de vue. Même chose pour ici et ici, je traverse une zone vide, j'ai pas de ligne de vue. Mais d'ici et ici, j'en ai une. Fait que ça, c'est des classiques pour les dungeon crawlers. Toujours important, la ligne de vue. Les autres types de jetons qu'on peut avoir, ici, les monstres vont généralement apparaître sur ce qu'on appelle les spawn points, qui représentent aussi les figures du dé bleu qu'on peut obtenir. Si j'ai juste un spawn point sur le plateau qui est actif, les monstres vont tous apparaître là. Mais si j'ai plusieurs spawn points qui sont actifs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un dé bleu pour chaque monstre qui apparaît, jusqu'à temps qu'on obtienne un des symboles qui est obtenu. Là, j'ai l'éclair. Fait que c'est sur ce spawn point-là que le monstre va apparaître, s'il y a différents endroits qui peuvent apparaître. Finalement, dernier jeton sur lequel je veux
parler avant de parler du prochain point, c'est les shrines, les hôtels. Certains shrines vont être désactivés, certains vont être activés. Le shrine, dans le fond, tout ce qui désigne, c'est la zone où on peut réapparaître sous forme de fantôme. Fait qu'une fois qu'on meurt et qu'on vient sous forme de fantôme, je vais en parler dans 2 minutes, c'est sur ces zones-là qu'on peut apparaître. Autre point important, j'en ai parlé tantôt, dans la mise en place, on va avoir placé un certain nombre de jetons d'ombre. Les jetons d'ombre, dans le fond, c'est du bruit qu'on entend loin, des monstres qui sont peut-être sur place ou du monde qui se promène. On ne sait pas c'est quoi. Le principe, c'est que dès qu'on a une ligne de vue avec un ou plusieurs jetons d'ombre, on arrête ce qu'on est en train de faire. Donc, si j'étais ici et je veux me déplacer avec mes 3 points de déplacement, j'en prends 1, 2 pour aller là, à cause du petit pied. Puis là, je m'interromps. Je regarde ces 2 jetons d'ombre, puis c'est juste à ce moment-là qu'on les révèle. Et là, les jetons d'ombre vont faire apparaître différentes choses sur le plateau. Il y a certains jetons qui ont un petit symbole de tête comme ça, c'est des citoyens du royaume. Fait que ça, c'est du monde pacifique. On fait juste les défausser. Il y a quelqu'un qui se promène par là. Il y a certains scénarios qu'il faut trouver des citoyens. Il y a d'autres jetons, comme ceux-là ici. Je vais vous les montrer de plus proche. Ces jetons-là, c'est les jetons qu'on va retrouver les plus souvent. C'est les jetons sur fond vert, je ne sais pas si on le voit bien, c'est des jetons ennemis. À chaque fois qu'on en révèle un jeton d'ombre, dans notre deck de cartes ennemies, on va révéler une carte ennemie, puis on va donner la carte aux joueurs actifs. Ou s'il y a des joueurs qui n'ont pas encore de carte ennemie, c'est à eux qu'on va donner ces cartes-là. C'est comme ça que les ennemis apparaissent sur le plateau. Il y a certains jetons qui ont 2 symboles ennemis, donc on fait apparaître 2 ennemis pour un seul jeton. Il y a certains jetons que sur le symbole ennemi, il y a aussi un symbole comme ça, de pouvoir. Ce qui veut dire que quand on pige le jeton ennemi, la carte ennemie, en plus on lui pige un pouvoir. Et on lui donne un pouvoir. Comme lui, il a une peau plus difficile, fait que toutes ses attaques ont moins un succès contre lui. Ça donne pas de bonus supplémentaire de le tuer, il est juste plus difficile à tuer. Fait que t'as certains ennemis qui vont arriver avec des pouvoirs, t'as certains ennemis qui vont arriver en double. Fait que les jetons d'ombre, c'est des menaces potentielles qui sont sur le plateau. Puis quand on a une petite réserve à faire en début de partie, on ne sait pas exactement sur quoi on va tomber en courant de partie, ce qui améliore la rejouabilité du jeu. Un des derniers éléments duquel je vais vous parler, c'est le contrôle des zones. Une zone dans le jeu est contrôlée si le nombre d'ennemis, si un groupe est supérieur au groupe adverse. Fait que si on a 2 ennemis, 1 héros, la zone est contrôlée par les ennemis. Si on était 3 ennemis contre 2 héros, même chose, la zone est contrôlée. Le contrôle de zone, ça change pas grand-chose en fait, mais il y a certains pouvoirs que pour les utiliser, on doit contrôler la zone. En fait, on l'a vu tantôt, les gremlins ont un petit bonus à l'attaque s'ils contrôlent la zone au moment où ils attaquent. Deuxième aspect important, c'est la domination d'une zone. Ça, c'est le plus important. La domination d'une zone, c'est non seulement si on est majoritaire, mais si on a le double du nombre de héros ou d'ennemis par rapport au groupe adverse. Fait que si, par exemple, on avait ici, si on jouait à 4, puis qu'on avait les 4 ennemis, les 4 héros dans la même zone que 2 ennemis, les héros non seulement contrôleraient la zone, mais la domineraient. Alors que si on était 3 contre 2, on ferait juste la contrôler. Domination, ça donne 2 bonus. Premièrement, ça donne un bonus de 1 à l'attaque. Fait que toutes les attaques qui sont faites dans une zone qui est dominée, même si c'est une attaque faite par un archer, par exemple, qui serait ici, qui tirait dans cette zone-là, il aurait son bonus de 1 au dégât. Ça lui donnerait un succès automatique à toutes ses attaques, parce que la zone est dominée. Deuxième bonus, si on quitte une zone qui est dominée, on ne provoque pas d'attaque gratuite. Fait que la fameuse attaque gratuite dont j'ai parlé tantôt, si mon paladin est ici et décide de s'en aller, il peut quitter sans provoquer d'attaque d'opportunité parce que la zone est dominée. Le prochain qui va quitter, par exemple, lui va provoquer une attaque parce que la zone est maintenant juste contrôlée, elle n'est plus dominée. Et il y a aussi certains pouvoirs, certaines aptitudes qu'on peut utiliser juste si on domine la zone. Avant-dernier point de règle, le fameux Soul Form qui appelle dans le jeu, c'est l'espèce de forme fantôme. Si jamais on est éliminé du jeu, on tombe à 0 point de vie, on devient un fantôme. Fait que notre petite carte de personnage qu'on a sur notre fiche, on va la tourner de côté pour montrer qu'on est un fantôme pour bien se rappeler. Ça change différents points de jeu. Premièrement, quand ça va être à nous de jouer, on va quand même prendre notre tour de jeu. Par contre, notre déplacement, maintenant, on le fait en volant. On est un fantôme, on ne touche pas à terre. Ce qui veut dire qu'on peut passer au travers des monstres sans provoquer d'attaque, puis on peut passer sur les zones difficiles, comme ici, sans payer le surcoût au niveau du déplacement. On ne peut jamais être visé par ses alliés pour se faire guérir, pour se faire donner un bonus quelconque, etc., si on est en forme de fantôme. On ne peut pas
être visés directement par les alliés. C'est la même chose pour les ennemis. Les ennemis nous ignorent complètement, même qu'à la fin de notre tour de jeu, si on est en soul form, si on est en forme fantôme, on ne pige pas de carte rencontre. On saute notre phase ennemie, qu'il y ait des ennemis sur le plateau ou non. Fait qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en soul form? On peut faire notre déplacement. On n'a pas plus de points de déplacement, mais on se déplace un peu plus rapidement vu qu'on vole et on ignore les zones difficiles. Deuxième chose qu'on peut faire, on peut se téléporter d'un shrine à l'autre s'ils sont actifs tous les deux. Fait que pour un seul point de déplacement, il peut passer de là à là pendant son tour. S'il y en a un des deux qui est inactif, bien évidemment, il ne peut pas s'en servir. Il faut que les deux soient actifs pour qu'il puisse s'en servir. Troisième chose qu'il peut faire, il peut utiliser son habileté qui s'appelle Soul Shout. Chaque personnage sur sa carte de héros, lorsqu'il revient en fantôme, il y a une habileté qui s'appelle Soul Shout. On va la voir éventuellement. Elle est indiquée dans le bas de la carte, on la voit un petit peu ici. Fait qu'ici, par exemple, ça dit je peux viser un ennemi puis lui faire bash. Bash, c'est le faire reculer d'une case. Fait que ça va aider les alliés. On voit que c'est un free action, fait que ça ne coûte pas d'action comme toutes les affaires. On voit aussi que son mouvement a été changé. Au lieu de se déplacer de 3, il se déplace de 5. C'est caractéristique qui change un petit peu quand il est en soul form. Fait que c'est la seule habileté en tant que telle qu'il peut faire, généralement pour aider ses alliés, le temps qu'il puisse être ressuscité. Maintenant, quels sont les désavantages de mourir et d'être ressuscité, parce qu'on a l'impression que c'est pas si grave que ça mourir, il y a quand même des inconvénients. Je l'ai dit au début, dans la phase de ravitaillement, quand on réactive nos pouvoirs, quand on monte de niveau, etc., c'est là qu'on peut ressusciter un allié qui est mort. C'est pas à n'importe quel moment, c'est pas dès qu'il meurt. Il faut prendre le temps de le faire. Le coût de sa résurrection, une fois qu'il est revenu en fantôme, le coût de sa résurrection, c'est son niveau en soul rank. Fait que ici, par exemple, si je suis niveau 2, ça va coûter 2 soul rank pour que je puisse revenir en forme humaine sur un shrine. C'est là qu'on peut être ressuscité pour reprendre normal, le cours du jeu normal, puis être capable d'utiliser mes armes, mes systèmes, etc., etc. Deuxième chose, si la quête se termine puis qu'il y a encore un joueur qui est en soul form, il va ressusciter automatiquement. Par contre, il va piger au hasard une de ses cartes d'équipement et il va la perdre. Donc, s'il perd une carte stash, c'est pas grave, il peut pouvoir aller la rechercher à l'Emporium sans aucun problème, mais s'il perd des cartes trésors spéciales ou des cartes qu'il a trouvées dans le paquet de trésors ou des cartes qu'il a achetées, bien sûr, il va les perdre de façon définitive. Dernière chose avant de faire ma critique en tant que telle, c'est les jetons du jeu. Il y en a une quantité incalculable. En plus de ceux qui sont déjà tous sur le plateau, voici tous les autres jetons qui viennent avec le jeu. Je précise que j'ai une version Kickstarter, donc il y a certaines choses comme les sous en métal dans la version de base et les sous en carton qui viennent, mais c'est la même fonctionnalité. Je ne les passerai pas tous un par un parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais juste souligner qu'il y a beaucoup d'effets. On peut avoir des personnages qui se développent une aptitude pour voler et qui ont ce jeton-là. On peut être empoisonné, on peut être enflammé, ça j'en ai déjà parlé. On peut être stun, on peut être aveuglé, c'est celui qui est ici. Je peux perdre l'utilisation de mes pouvoirs, les points de vie, les points d'expérience. On peut modifier les plateaux en ayant des zones où on perd des points de vie quand on rentre ou la zone difficile. Pour marcher avec la petite botte, il y a des zones qui peuvent se modifier. Il y a une clé magique qu'on peut trouver, il y a une serrure magique qu'on peut trouver avec une clé qui va dedans pour faire un jeton. Il y a certaines classes comme le roublard qui ont des jetons pour montrer leur statut d'invisibilité ou non. Il y a d'autres classes qui mettent des espèces de pierres tombées à la terre ou qui peuvent invoquer des squelettes. Il y a un paquet de jetons. Il y a même pour le système de combat, certains trouvent lourd un peu, mais on peut avoir des jetons pour se rappeler que j'ai des bonus ou des malus à l'attaque, en armure, en bouclier, ou les boucliers magiques que je peux utiliser. Ici, on a des jetons pour représenter des artefacts qu'on peut avoir qui ont certaines charges. C'est ces jetons qu'on se rappelle pour avoir le nombre de charges. Fait qu'il y a un paquet de jetons. Le livre d'instruction est assez clair pour savoir comment s'en servir, mais il y a beaucoup de jetons. Fait que si vous achetez ça, je vous suggère fortement d'acheter des espèces de boîtes comme ceci qui vous permettent de vous classer ça comme il faut pour être capable de vous y retrouver. Donc, finalement, qu'est-ce que j'en pense? Avant de se passer, je précise qu'il y a un aspect du jeu qui est le Master Enemy, qui est les règles spéciales pour affronter le boss final de la campagne, dont j'ai pas couvert, parce qu'il y a des petits spoilers là-dedans, fait que je voulais pas trop en parler. Puis c'est un petit chapitre qu'on n'a pas besoin de lire avant la 7-8e partie qu'on fait que c'est relativement simple une fois qu'on est rendu. Donc, cela étant dit. Premier point positif, les composantes. Il y en a beaucoup, elles sont toutes de bonne qualité, il n'y a rien qui est de mauvaise qualité, même dans la version non Kickstarter.
Je l'ai dit une fois, je l'aurais dit, moi j'ai certains éléments, les portes, les coffres, certains jetons, que j'ai une version Kickstarter du jeu, donc des composantes améliorées. Mais même les composantes de base, que ce soit pour les coffres, les portes, l'argent, c'est très bonne qualité. Tout ce qui est en carton, c'est solide, il n'y a rien qui plie facilement. Les tuiles, c'est des tuiles faites sous forme de puzzle, il y a ça dans certains jeux. Fait qu'ils s'attachent bien les unes aux autres, il n'y a rien qui bouge sur la table. Tout est super beau. Même chose pour les miniatures. C'est des miniatures de bonne qualité, peu importe les héros qu'on a ou les figures qu'on a. On a beaucoup de variétés à l'intérieur du jeu. Puis les Master Enemy dont je parlais tantôt, on a un troll qui est quand même assez massif, comme une espèce de vampire ou une espèce de seigneur orc, je sais pas trop. C'est des grosses figurines de belle qualité. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Ceux qui ont vu 2-3 vidéos de moi sur Kickstarter commencent à le savoir. J'aime beaucoup ça, puis c'est beaucoup de bonne qualité. Les dés sont très très bien gravés, c'est super beau. Rien à dire. Au niveau de l'immersion du jeu, au niveau de la thématique, c'est une thématique extrêmement générique. On est dans un univers fantastique, on a des héros qui ont été ressuscités pour combattre le mal. Il n'y a rien d'extraordinaire de ça. Par contre, l'addition de ce qu'ils appelle le Book of Secrets, ceci qui raconte des petites histoires à l'intérieur de la quête principale qu'on est en train de faire, ça aide beaucoup au niveau de l'immersion. C'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Le système d'intelligence artificielle des ennemis, c'est un de mes préférés dans les jeux coopératifs que je connais. Ça ressemble beaucoup, ceux qui ont vu le jeu puis ceux qui possèdent le jeu s'en sont rendus compte, ça ressemble beaucoup à Galaxy Defenders. C'est le même type, il y a une carte principale qui gère tout le comportement des ennemis, puis on fait juste regarder à quelle distance elle est des héros. Ça dicte son type de comportement, son déplacement, c'est super simple, c'est super fluide, c'est facile à gérer. Puis comme les cartes ennemies sont toutes réparties entre les joueurs, tout le monde en gère un petit peu, c'est pas un qui gère tous les ennemis. Le système d'intelligence artificielle, extrêmement intéressant. Même chose pour le système de pouvoir des héros, la façon dont les cartes sont distribuées, la façon dont sont utilisées. Je trouve ça très intéressant d'avoir une carte et quand on utilise le pouvoir, on la tourne de bord, puis tranquillement, il y a un effet de cooldown, qu'on dit en anglais, où la carte se repose, si on veut, jusqu'à temps qu'elle puisse être réutilisée. Ça fait très jeu vidéo, cette espèce d'effet-là où on attend après nos différents pouvoirs. Puis quand on est rendu plus loin dans la campagne, puis on a 4-5 pouvoirs qu'on peut utiliser en même temps, c'est le fun d'en utiliser un, puis d'essayer de calculer ses affaires pour être capable d'en utiliser un à tous les tours, selon lesquels sont en train de se recharger. Même chose pour les cartes d'items, les cartes d'effets particuliers. Il n'y a vraiment pas beaucoup de défauts là, au niveau des mécaniques de jeu. Au niveau de l'utilisation des pouvoirs des cartes, tout ça. Par contre, si je reste dans la mécanique de jeu, il y a beaucoup de règles. Le livre d'instruction, il est quand même assez épais. On parle d'un livre de 50 pages, 52 pages. C'est un des plus gros que je possède, surtout que c'est pas des petites pages. Le livre il est gros. Par contre, il est très très bien illustré. Il y a beaucoup d'exemples d'illustrations de ce qu'on veut démontrer. Puis, comme je disais au professeur Board Game quand j'ai expliqué ça tout à l'heure, le livre d'instruction, il est très bien fait pour quelqu'un qui connaît et qui comprend bien le jeu pour retrouver une règle, mais il est très mal fait pour quelqu'un qui l'apprend. Il y a une section pour les héros fonctionnent comment, il y a une section pour les méchants fonctionnent comment, puis il y a une section pour comment placer le plateau de jeu. Il n'y a pas un endroit clairement où on a un tour de jeu du début à la fin, comment ça se passe, avec tous les petits traits qui tournent autour de ça. Fait que c'est un peu flou la première fois qu'on le lit. Par contre, comme il y a une section spécifiquement pour les héros, si je me rappelle plus, un truc du déplacement, je m'en vais section héros, je vais trouver le truc du déplacement, justement, je suis dessus super rapidement. Fait que c'est à la fois un défaut et une qualité, le livre de règles. Autre défaut, la longueur de la campagne. Dans ce genre de jeu-là, on aime ça avoir une campagne qui est longue. Celle-là, c'est 7 parties. C'est 7 missions, la campagne, fait qu'elle est un petit peu courte. Ils ont déjà annoncé qu'elle en sortir des nouvelles. Il y a 3 autres campagnes d'annoncer, mais entre 5 et 7 missions par campagne, fait que les campagnes sont un petit peu courtes. Dans les composantes, le seul défaut qu'il y a, je trouve, c'est les jetons ombre, qui sont... Si l'éclairage n'est pas idéal, ils sont difficiles à lire de loin. Une fois qu'on le vire de côté, c'est pas clair à savoir si c'est un ennemi avec un pouvoir, 2 ennemis, un citoyen. Ça, c'est peut-être le seul petit défaut au niveau des composantes. En titre de comparaison, les jetons signaux de Galaxy Defenders étaient beaucoup plus faciles, beaucoup plus clairs à lire. Dernier défaut, le système de combat il est vraiment pesant. Il y a 12 étapes à peu près dans le système de combat, puis il faut vraiment les faire dans l'ordre pour activer tous les pouvoirs de tout le monde. Les 3-4 premiers combats, c'est décourageant, puis tout le monde s'y perd. À un moment donné, on prend l'habitude, puis ça vaut la peine de s'y investir, puis il est très intéressant, mais il est lourd au début, fait que ça plaira pas à tout le monde. C'est pas un dungeon crawler pour débutants dans ce genre-là. Il y en a d'autres des plus simples pour commencer. J'ai-tu d'autres choses à dire? La mise en place, c'est un défaut qui revient souvent dans ce genre de jeu-là, ça prend vraiment du temps.
D'où l'intérêt d'aller investir sur ce genre de truc-là, une espèce de rangement quelconque où tu sais le fabriquer, parce que des jetons, il y en a, on en peut finir, on en met partout, on met des cartes partout sur le plateau. La première game que j'ai placée, ça m'a pris, je pense, 25 minutes de placer le plateau, ce qui est beaucoup, beaucoup trop long. Fait qu'il faut trouver des solutions pour essayer de raccourcir ça. Mais sinon, c'est un jeu auquel je donne un excellent et un très très beau 9 sur 10. C'est parfaitement dans mes cordes, un excellent dungeon crawler, une excellente exploration, système d'exploration, avec des belles surprises, une belle rejouabilité, puis il y a suffisamment de rejouabilité pour que ça me tente de refaire la campagne de base, mais en essayant juste des personnages différents, puis des combinaisons de classes différentes, puis essayer le mal au lieu du bien plutôt, puis voir les différents choix que ça nous donne, parce que là-dedans, on a des choix différents à faire si on est gentil ou méchant. Fait que c'est super intéressant. Donc, 9 sur 10, beaucoup, beaucoup de qualité, mais sachez que vous vous embarquez dans quelque chose de dispendieux puis de gros au niveau de l'investissement de temps, puis de la place que ça prend sur une table, puis au niveau des règles. Fait qu'il faut le savoir, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous allez adorer Sword and Sorcery. Quant à moi, il était supérieur à plusieurs autres dungeon crawlers que j'ai joué récemment. Le seul qui le bat dans les dernières années, c'est Gloomhaven, évidemment. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Précisez-moi si vous avez des questions, commentaires sur le jeu. Et pourquoi pas autres suggestions de jeux sur lesquels faire la revue à partir de ce qui s'est fait sur Kickstarter. Bonne fin de journée et à une prochaine fois.